Bonsoir, merci de suivre ce soir ce live spécial consacré au bachelor en management international de l'EM Normandie. Alors pour nous parler de ce bachelor international de l'EM Normandie, nous recevons Mathilde Bacard, qui est étudiante en première année, donc vous avez réussi le concours il y a finalement peu de temps, et Jean-Christophe Hogel, qui est directeur des programmes, mais aussi directeur général adjoint de l'EM Normandie, qui connaît donc parfaitement bien le bachelor et évidemment toutes les formations du groupe l'EM Normandie. Donc merci d'être présent pour répondre aux questions qu'ont déjà posées les internautes et qui vont poser pendant cette émission. Moi, j'aurais déjà une première question pour démarrer, Monsieur Hogel. Le bachelor est une formation qui se développe énormément, beaucoup de bachelors secrets. À quoi vous attribuez le succès de cette formation courte ? En fait, ce qu'on peut dire sur cette formation courte, c'est que c'est une formation qui permet donc de rentrer à bac et d'aller à bac plus 3, de valider un diplôme pour un étudiant, un diplôme visé, et donc de pouvoir potentiellement travailler directement à la sortie de ces bac plus 3. Mais ça donne aussi la possibilité de continuer en master. Et donc, il y a tout un public étudiant parmi les lycéens qui sont très enclins à faire ça. Par rapport à des formations qui sont beaucoup plus longues ou des formations où on a des diplômes à bac plus 2 qui ne sont pas à l'échelle européenne des niveaux d'études bien comprises du point de vue international. Et donc là, on est bachelor, licence, bac plus 3, donc c'est sur une logique LMD, donc une logique européenne très compréhensible à la fois dans le monde universitaire et dans le monde professionnel. Et alors vous, Mathilde, quand vous avez intégré, en fait cette année, on rappelle que c'est la première année d'études au sein du bachelor de la Normandie, votre choix est déjà fixé pour vos études? Vous allez avoir le bachelor et puis après vous travaillez ou après vous faites des études encore? Alors moi j'ai choisi d'intégrer le bachelor pour ensuite intégrer un master, pourquoi pas l'EM Normandie ou dans une autre école. Donc l'avantage du bachelor, c'est que justement je ne me fixais pas dans une école, j'avais la possibilité de changer d'école après et j'avais surtout un diplôme à la fin de mes 3 ans. Et votre objectif c'est d'arriver à bac plus 5? Mon objectif c'est d'arriver à bac plus 5, exactement. Alors parlons de la structure pédagogique de ce bachelor, 3 années, directement après bac. Elle se structure comment ces 3 années? Alors en fait, il y a chacune a sa logique, on va dire. La première année, c'est un cursus, on va dire, assez généraliste qui se passe sur le campus du Havre, où tous les étudiants qui ont réussi le concours à tout plus 3 donc, sont intégrés au niveau de la promotion. Donc là, ils vont découvrir des matières que généralement ils n'ont pas eu lorsqu'ils étaient au lycée. Les fondamentaux du marketing, les fondamentaux de la vente, les fondamentaux de la comptabilité, du management interculturel, les langues qui continuent aussi d'être quelque chose de très important. Donc ça, on va dire, c'est la logique générale de la première année avec en plus un stage de découverte de l'entreprise. Ensuite, la deuxième année, c'est une année complète et totale d'expatriation. Qui est donc chez un partenaire universitaire, parmi les 30 partenaires universitaires qu'on a à l'école. Donc les étudiants vont valider 2 semestres là-bas. Alors ça c'est obligatoire, c'est pas un choix? C'est obligatoire, c'est obligatoire. On a fait le pari que ça serait quelque chose évidemment qui va être très marquant dans le cursus des étudiants et qui, je dirais, positionne complètement à l'international le programme. Bachelor en management international, ça a un nom qui n'est pas un hasard, on va dire. Et puis ensuite, 3e année, c'est l'année de la spécialisation. Les étudiants choisissent une spécialité en tourisme, en logistique ou en international business. Et donc, en fonction du choix de l'option, ils sont au Havre, ils sont à Caen ou ils sont à Deauville, puisque sur ces options, il y a une localisation un peu partout en Normandie. Ça vous a plu, Mathilde, cette année internationale? Ça a été un des motifs d'intégrer l'école? Tout à fait. Parce que l'avantage de cette année à l'international, c'est que je vais en ressortir pas bilingue totalement, mais quasiment bilingue. Et c'est très important de nos jours dans le commerce d'avoir une seconde langue qu'on parle couramment et tout naturellement. Donc c'est vrai que partir un an à l'étranger, ça me permettait d'avoir un anglais ou un espagnol très courant en fonction de la destination que je choisis. Et alors justement, vous avez déjà une idée, même si c'est l'année prochaine, vous avez déjà une idée de la destination Alors, j'hésite encore. Je voulais pas. En fait, mon choix principal, c'est de partir en Espagne, parce que j'ai déjà donc des bonnes bases en anglais. Alors du coup, je me demande pourquoi pas partir en Espagne afin d'avoir des bonnes bases en anglais et en espagnol. Il y a un grand choix de partenariats internationaux. On peut partir dans le monde entier ou alors c'est limité à des zones géographiques? Alors en fait, non, on peut partir dans le monde entier. On a une trentaine d'universités partenaires. Je crois que même à date, ça va être 31, mais c'est un portefeuille très vivant. Les partenariats internationaux, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Voilà, on a 31 universités, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Asie, Europe.
Donc il y en a un petit peu pour tous les goûts. Mais notre conseil, nous, de toute façon, au niveau pédagogique, hein, c'est que les étudiants, il faut pas avoir une approche que je qualifierais de touristique, en disant tiens, j'ai envie d'aller là parce que ça va être sympa. Il faut vraiment réfléchir entre la cohérence de son projet professionnel, la destination à laquelle on va, et puis éventuellement la spécialité que l'on vise. Hein, le plus on rend cohérent ça, et le plus ça sera parlant pour un employeur à la sortie, et le plus ça sera éventuellement vendeur pour une école si on veut prolonger en master. Donc dans tous les cas, il faut vraiment avoir une approche où on va essayer d'aligner le projet professionnel, la destination, et puis la spécialité. Quand vous parlez de spécialité, vous parlez de la spécialité de troisième année, parmi celle que vous avez citée. Tout à fait. Alors comment ça se passe pour le choix des destinations? Parce qu'on imagine qu'il y a des destinations qui sont plus prisées que d'autres, peut-être que la Chine est plus prisée que l'Espagne. Alors comment ça se passe pour partir? Alors en fait, là je dirais, ça c'est un sujet qui est important pour nous, hein. C'est-à-dire que nous on a fait le choix à l'EM Normandie que dans chaque destination, il y ait assez peu d'étudiants qui s'y rendent, hein. Il y a 1, 2, 3 places par destination. Ce qui fait que l'expatriation qui attend les étudiants du programme est une vraie expatriation, hein. On ne les met pas par groupe de 50 ou par groupe de 60 au même endroit, auquel cas là, je dirais l'acclimatation locale est quand même un peu plus limitée. Là, ils vont partir, ils vont être tout seuls, peut-être à 2, maximum à 3. Et donc pour le choix des destinations, hein, on a un système de sélection en interne, hein, très clairement au niveau des étudiants, en fonction de leurs résultats en première année. Et en fonction de leurs vœux, hein, ils expriment des vœux par rapport à là où ils veulent aller, et en fonction des résultats qu'ils obtiennent, hein, on les affecte chez les différents partenaires, sachant que le partenaire lui-même exprime un avis, hein, sur l'intégration d'un étudiant, et donc au final, c'est un processus de décision qui se fait en première année, hein, pour que les étudiants sachent en cours de deuxième semestre où ils vont être. Et alors, on peut rassurer Mathilde, l'Espagne est une destination très demandée dans vos destinations? Oui, c'est une destination très demandée. Oui, tout comme le Mexique ou des choses comme ça, l'Angleterre, les États-Unis sont des destinations qui sont très demandées. Christopher nous demande, en tout, on peut partir combien de temps à l'international si on reformule deuxième année obligatoire internationale? Est-ce qu'on peut aussi partir en première année et ou en troisième année? Non, la période d'expatriation est concentrée sur la deuxième année et exclusivement en deuxième année. Après, c'est sur les stages que les étudiants qui sont en complément de la formation dès la première année ou la troisième année, là, les étudiants peuvent faire des stages à l'étranger. Hein, donc comme je dirais, les stages, c'est 6 semaines sur la première année et puis 3 à 6 mois sur la deuxième. Un étudiant qui est extrêmement je dirais volontaire et qui a envie d'aller faire des stages à l'étranger peut donc en plus faire jusqu'à près de 6 mois, on va dire, au total, supplémentaires par rapport à son année complète de deuxième année. Stage obligatoire. Les stages sont obligatoires. Vous commencez déjà à chercher votre stage de cette Oui, année? je suis en recherche de stage là actuellement. Et alors comment ça se passe? C'est un peu compliqué. Je pense que je vais surtout chercher un stage de 3 mois pour être rémunérée et puis pour avoir une expérience professionnelle plus intéressante, parce que c'est pas sur une petite durée de stage que je vais pouvoir me faire une véritable idée de l'entreprise. Et donc je recherche essentiellement dans la vente et pourquoi pas dans des enseignes où je pourrais parler anglais ou espagnol. Alors, le principe aussi d'une formation bachelor, c'est d'être extrêmement professionnalisante. Comment ça se traduit finalement dans les cours et dans l'enseignement que vous dispensez? Justement, on essaie de faire en sorte, hein, que les programmes qui sont suivis, hein, sont des programmes qui sont en phase avec le monde professionnel. Hein, donc on a un certain nombre d'instances au niveau de l'école où on présente les maquettes des programmes à des professionnels qui vont nous donner leur avis, qui vont proposer des cours supplémentaires. Une partie des intervenants d'ailleurs eux-mêmes sont des intervenants professionnels, qui peuvent être des diplômés de l'école ou qui peuvent être des professionnels actuellement en activité. Donc peut-être vous pourrez donner quelques exemples à ce sujet, parce que je crois que dès la première année, hein, vous avez ça. Il y a aussi bien entendu à l'école ce qu'on appelle un service carrière, qui suit justement les étudiants, qui offre un certain nombre d'offres de stages, hein, qui sont disponibles avec aussi le réseau des diplômés. Parce que ça, c'est aussi un élément pour nous qui est très important à l'EM Normandie, le fait que dès qu'on est étudiant, on est quand même dans le réseau des diplômés. On n'attend pas d'être diplômé pour être dans le réseau diplômé. Quand on est étudiant, on y est déjà dans ce réseau. Donc ils ont accès à un certain nombre de services qui leur sont proposés. Les stages, hein, sont aussi une façon de professionnaliser les étudiants. Et donc, avec tous ces éléments-là, il y a effectivement des allers-retours assez permanents entre le monde académique et le monde professionnel. Alors, vous, Mathilde, justement, sur ces quelques mois d'expérience, vous la voyez comment, la professionnalisation de votre
de votre enseignement par rapport à ce que vous avez pu connaître avant, puisque vous n'étiez pas en terminale l'année dernière, vous aviez Non. déjà une première année dans l'enseignement supérieur. Oui. Comment vous voyez cet aspect professionnalisation dans vos études aujourd'hui? Alors, on a pas mal de professeurs qui sont déjà des professionnels. Donc, du coup, concrètement, lorsqu'on est en cours, on a vraiment des exercices qui sont en rapport avec ce que les professionnels font dans la vie de tous les jours. Et donc, du coup, pour trouver un stage par la suite, étant donné qu'on a déjà des bases de professionnels, notamment en comptabilité analytique, nous avons un professionnel qui gère une équipe de plusieurs personnes et qui est actuellement fiscaliste et comptable. Et donc, du coup, la professionnalisation ici est... Enfin, je trouve que l'EM Normandie, elle est vraiment très, très ancrée, très importante et ça nous permet d'être plus rassurés par rapport au monde professionnel par la suite. Alors, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'on travaille vraiment en école de commerce et ce, dès la première année? Parce que vous savez qu'il y a toujours une idée qui circule de temps en temps, que le plus dur dans une école de commerce, c'est souvent de réussir le concours. Et puis qu'après, bon, il faut un peu travailler, mais il y a les associations étudiantes, il y a les soirées. Non, on travaille. Alors, une école de commerce, c'est vrai que c'est un tout. Il y a la vie étudiante qui nous permet donc de nous faire un réseau, des contacts, etc. Mais je pourrais pas dire qu'en école de commerce, il n'y a pas de travail. C'est pas vrai. On a beaucoup de travaux en groupe. On a beaucoup de devoirs à rendre. On a souvent des contrôles continus. On a nos partiels à la fin du semestre. Donc, dire qu'en école de commerce, on ne travaille pas, je pense que c'est une idée reçue qui est assez fausse. Beaucoup travaillé en groupe? Oui, beaucoup de travail en groupe, c'est très important. Nos groupes changent très souvent. Comme ça nous permet donc d'apprendre à nous adapter à chaque personne, à travailler avec différentes personnes, ce qui est important dans le monde professionnel, parce qu'on ne travaillera pas toujours avec les mêmes personnes. Et on a souvent des travaux en groupe, je dirais, on a 2-3 devoirs à rendre même plus 4 à rendre par mois en travaux en groupe. Donc une charge de travail qui est soutenue, sans être énorme. Elle est soutenue, oui. On a plusieurs questions sur les partenariats internationaux, dont une sur l'Afrique. On nous demande si vous avez des partenariats en Afrique, et plus précisément en Afrique du Sud ou au Burkina Faso. Alors là, c'est une question très précise. On a un partenariat en Afrique, effectivement, et c'est au Sénégal, en fait, que ça se passe. Et donc, un étudiant peut aller faire sa deuxième année complètement au Sénégal. Par contre, à l'heure où nous parlons, il n'y a pas l'Afrique du Sud, il n'y a pas le Burkina Faso. Est-ce que cette deuxième année peut donner lieu à un double diplôme? Non. Non, alors là c'est pareil, c'est aussi un choix que nous on a fait. Hein, concernant le bachelor, il n'y a pas de double diplôme. La deuxième année, c'est on va dire un système d'échange. Les étudiants doivent valider chez les partenaires les 2 semestres dans lesquels ils sont immergés, mais à l'issue du programme, ça ne donne pas un double diplôme. Si on revient sur la pédagogie, Marc nous demande quelles sont les principales matières enseignées en première année. Ah bah là, peut-être on peut demander à Mathilde, il va pouvoir témoigner. Vous témoigner. Celles qui vous ont le plus plu. Alors, moi, je peux vous parler du premier semestre que je viens de faire. Le second semestre, nous venons de le commencer. Alors, du coup, je n'ai pas encore vu toutes les matières. Mais au premier semestre, c'est la comptabilité, le marketing, la technique de vente, l'organisation de la firme, le comportement du consommateur. Il y a vraiment beaucoup de matières, l'anglais, l'espagnol, bien sûr. Moi, les matières que je préfère, c'est vraiment le comportement du consommateur. C'est extrêmement intéressant. Et le marketing aussi, puisque on apprend à comment donc, notre vie de tous les jours, puisqu'on est complètement conditionné par la vente, etc. Et donc, par le marketing aussi. Donc, du coup, ça nous apprend à comprendre comment ça se passe tout autour de nous. Je trouve que c'est une matière qui est vraiment très intéressante. Alors, vous avez parlé d'anglais. Plusieurs questions sur le niveau de langue. Une année internationale, est-ce que ça veut dire que vous êtes très exigeant sur le niveau de langue d'entrée? Alors je dirais que nous sommes assez exigeants, hein, c'est-à-dire que bien entendu à partir du moment où vous devez vous expatrier en deuxième année chez les partenaires, pour que nos étudiants soient crédibles, chez les partenaires qui soient capables de suivre pendant les 2 semestres et qui puissent être capables de valider, hein, puisqu'on l'a bien assez dit, hein, il faut vraiment valider, ce n'est pas une deuxième année comme ça, parenthèse au milieu du programme, hein, c'est vraiment une année de validation. Il faut donc un certain nombre de prérequis, hein, donc je dirais une partie de ces prérequis sont testés lors du concours, hein, puisque l'anglais est au programme du concours, hein, à la fois à l'écrit et à l'oral. Et puis ensuite, en première année, hein, il y a des enseignements d'anglais relativement intensifs. Hein, il faut savoir que dans la plupart des destinations, en tout cas ce sont des destinations où la langue d'enseignement est l'anglais, hein, il y a des prérequis chez les partenaires dans des tests d'IELTS, TOEIC, TOEFL, enfin il peut y avoir différents tests selon les partenaires. Et donc nous, évidemment, on fait en sorte que les
les étudiants puissent obtenir ces éléments-là. Alors, je dirais, il faut être rassuré, c'est-à-dire que la langue, ce n'est pas une condition de diplôme au final. Hein, donc on peut quand même, sans avoir d'énormes compétences, faire un parcours un peu plus light en langue. Hein. Il y a des destinations un peu francophones en deuxième année, ou alors si on est très fort en espagnol, très fort en allemand, eh ben, on peut aller en Allemagne ou on peut aller en Espagne. Alors par contre, en troisième année, puisqu'il y a 3 options, hein, sur ces 3 options, il y en a 2 qui sont en anglais, hein, donc l'option tourisme et l'option international business. Et donc là aussi, hein, on demande aux étudiants quand même un certain niveau d'anglais pour être capable de suivre en anglais les cours, hein, puisque c'est fait par tous les profs qui l'enseignent en anglais, hein, ça devient la langue d'enseignement totalement en troisième année. Et donc là encore, si un étudiant est quand même plutôt faible sur ces aspects-là, a beaucoup de mal, par nature, il ira faire plutôt la dernière spécialité qui est en logistique, où là, le programme est en français. Et donc il y a des possibilités de mise à niveau dès la première année? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a de l'accompagnement permanent pour faire en sorte que les étudiants atteignent le niveau. Alors, question de Thomas, quelle est la différence fondamentale finalement entre les enseignements dispensés dans le cadre d'un bachelor et ceux qui pourraient dispenser au sein d'un master? Alors, on va dire que ça dépend à quel niveau on se situe par rapport au master. Parce que je pense que la question, c'est finalement quelle est la différence entre un bachelor et le fait de suivre un master. Est-ce qu'il y a vraiment des enseignements quand on parle de marketing, quand on parle des matières de comptabilité? Est-ce qu'il y a une vraie différence profonde dans l'enseignement? Bah, si vous voulez, c'est ce qu'on dit toujours, hein, on peut très bien faire du marketing en première année post-bac, on peut en faire en licence, on peut en faire en maîtrise et on peut faire un doctorat en marketing. Hein, donc globalement, je dirais, cette matière-là en tant que telle, on peut l'avoir de manière très transversale en fonction du niveau. Moi je suis économiste de formation, c'est la même chose avec l'économie, hein, on peut en faire en seconde et puis on peut en faire jusqu'au doctorat. Tout dépend de l'approche avec laquelle on fait ça. Et donc évidemment, au fur et à mesure que les années d'enseignement supérieur passent, entre un bachelor en bac plus 1 ou un master 2 en marketing, évidemment, l'exigence, les méthodes qui vont être utilisées ne sont pas les mêmes. Et donc là, je dirais, là, c'est les spécialistes de ces matières qui savent très bien graduer le degré d'effort au fur et à mesure des années d'études pour que l'étudiant voit évidemment la différence. Parce que si on lui répète 5 fois la même chose en 5 ans, au bout d'un moment, il va saturer. C'est pas le cas. Puisque vous envoyez vos étudiants en deuxième année internationale, on nous demande si en échange, vous avez des étudiants internationaux qui viennent sur les autres années du cursus, et donc de ce fait, si les promotions sont assez internationales. Alors tout à fait, notamment en troisième année. En troisième année, on reçoit des étudiants, ce qu'on appelle des incoming students, qui eux, donc, on va dire, sont la contrepartie en quelque sorte des deuxième années qui, chez nous, donc, partent. Et donc ces étudiants de troisième année, ils viennent, selon qu'ils sont francophones ou anglophones, dans les différentes options qui sont proposées. Il y en a certains qui viennent pour un semestre, premier semestre ou deuxième semestre. Il y en a qui viennent pour l'année complète. Donc évidemment, on a ce brassage culturel qui est très important aussi en troisième année. Vous le voyez ça, vous, dès la première année, vous avez ce brassage culturel, vous voyez des étudiants de troisième année internationaux, ça parle international? Oui, alors en fait, étant donné que l'école, c'est une école qui est quand même très familiale, il y a un brassage entre les différentes promotions, notamment donc, dans la troisième année donc, de bachelor. Donc il y a eu énormément d'Erasmus qui sont venus au premier semestre, qui sont repartis, d'autres qui sont restés, d'autres qui sont arrivés au second semestre. Et étant donné que on a une relation qui est quand même assez étroite avec ceux donc, de troisième année. Les Erasmus passent leur soirée avec nous, leur pause, etc. Donc il y a effectivement un brassage culturel assez important. Et ce brassage, vous le voyez aussi avec les étudiants des autres formations, je pense par exemple au Master Grande École? Vous vous côtoyez un peu, même si c'est un petit peu tôt peut-être pour le dire? C'est des cursus qui sont différents, néanmoins grâce aux différentes associations sportives, associations artistiques ou associations pour les étudiants. On est quand même très mélangé avec les masters et tous les événements sont organisés avec les masters. Donc finalement, qu'on soit en bachelor ou en master, ça revient en même. On est relativement tous à peu près ensemble. C'est un point peut-être que j'aimerais souligner un petit peu, puisque en fait, c'est je pense une des spécificités de notre école, l'EM Normandie, c'est que nous, on a toujours eu, depuis qu'on a une formation en bachelor en 2007, l'idée qu'il ne fallait pas faire de ségrégation entre bachelor et master. Ça reste deux programmes différents, ce n'est pas les mêmes niveaux d'entrée, ce n'est pas les mêmes concours, etc. Donc ça, là-dessus, on est très clair, ce n'est pas le même produit de formation, ce n'est pas les mêmes débouchés, donc ça c'est clair. Mais par contre, au niveau de la vie sur le campus, sur le cursus,
et ben nous, on estime que c'est important que les étudiants puissent être ensemble, voilà, la vie associative. Je dirais, c'est pas le seul élément sur le réseau des diplômés. C'est la même chose, les étudiants qui intègrent le programme, qu'ils soient en première année de bachelor ou qu'ils soient en master, ils intègrent le réseau des diplômés de l'EM Normandie. Et donc, au sein du réseau, ils ont des services qui sont équivalents, quel que soit le cursus. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Alors, on a deux questions qui se rejoignent un peu et auxquelles vous pourrez peut-être répondre compte tenu de votre cursus antérieur. Finalement, pourquoi faire un bachelor et non pas une CPGE? Et autre question qui la rejoint un peu, qui est, si je souhaite poursuivre mes études après, est-ce qu'il vaut mieux pas qu'effectivement je fasse directement une classe préparatoire pour intégrer un master grande école? Alors, pour ma part... Vous avez fait, je rappelle, on n'en a pas parlé, mais vous avez fait effectivement un petit passage dans une classe préparatoire. Oui, voilà, c'est ça. Alors, moi, je suis allée en classe préparatoire l'année dernière, donc en classe économique et sociale. J'ai fait le choix donc, de partir en bachelor, notamment parce que et quand on a 18 ans, on a un peu de mal à se projeter sur pendant 5 ans, je vais faire la même école. Et en plus, l'avantage donc, du bachelor, c'est que j'avais un diplôme au bout des 3 ans. Si j'avais envie d'arrêter mon diplôme, je pouvais arrêter mon diplôme. Si j'avais envie de partir sur une université, je pouvais continuer sur une université, puisque le bachelor est reconnu par l'État. Et donc j'avais donc un premier diplôme et ensuite après je vais pouvoir partir sur un master, comme ça j'aurai un double diplôme et donc voilà, c'est plus intéressant à mon goût. Delphine nous demande si vous êtes contente de votre formation, mais on imagine que oui. Et elle nous demande pourquoi vous avez choisi l'école. Alors en fait, moi j'ai passé le concours à tout+3 parce que donc mon frère l'avait fait auparavant. Et en fait, quand je suis allée passer les oraux, je doutais encore un petit peu sur l'EMN ou si je devais intégrer l'EMN ou pas. Et en fait, c'était en arrivant dans l'école, j'ai été tellement bien accueillie. Je ne vais pas dire le contraire, toutes les personnes qui ont intégré l'EMN le disent, on est bien accueillis, on est entourés, on est encadrés. Il y a des personnes qui ont déjà passé le concours qui sont avec nous. Et donc, je me suis vraiment sentie déjà dans une famille. Et donc moi, c'est vraiment ça qui m'a plu, c'est de me sentir dans un endroit plus petit, plus familial et pas me sentir à l'abandon dans les études supérieures. Donc c'est vraiment ça moi qui m'a plu à l'UM Normandie. Bon, c'est clair. Mais alors justement, pour intégrer l'UM Normandie, il faut réussir le concours. Tout à fait. La porte d'entrée principale, le concours à tout+3. Le concours à tout+3 réunit une dizaine des plus grosses écoles de commerce qui proposent des bachelors. On a plusieurs questions qui tournent autour de la préparation du concours avec des épreuves qui sont demandées. Donc si vous pouviez nous résumer ce que sont les épreuves et éventuellement, peut-être vous, nous donner des conseils pour réussir, les épreuves ou les préparer. Alors d'abord donc sur la structure globale du concours, donc c'est un concours donc évidemment en 2 phases, la période des écrits et la période des oraux. Donc sur la période des écrits, on va dire l'idée c'est qu'il y a une épreuve un peu à la fois de logique et de culture générale qui permet de mesurer un petit peu on va dire une forme de raisonnement des candidats et puis leur ouverture d'esprit, qui est quelque chose pour nous qui est très important. Ensuite, il y a une épreuve de synthèse, où là on va tester sur des documents les capacités à synthétiser de l'étudiant, à analyser des documents qui viennent un petit peu de partout, mais c'est des choses, on va dire, qui sont faites en terminale, donc c'est dans différentes matières en terminale, en sciences humaines, en sciences économiques, en méthodologie, il peut y avoir des choses comme ça qui sont faites aussi. Donc finalement, ça ne peut que renforcer des choses comme ça. Et puis il y a une épreuve d'anglais et une épreuve de LV2, langue vivante 2, en fonction de la LV2 de l'étudiant. Donc ça, c'est pour les écrits. Les candidats donc, passent ces épreuves-là. Ils obtiennent des notes, il y a des différents coefficients qui sont attribués à ces différentes épreuves. Et donc, en fonction de la barre qui est fixée au concours, les candidats sont déclarés admissibles. S'ils sont au-dessus de la barre, ils ne sont pas admissibles s'ils sont en dessous. Et donc après, démarre la deuxième phase, pour ceux qui sont admissibles, la phase donc, des oraux. Le fameux Tour de France des oraux pour ceux qui ont... Voilà, ou si on est admissible dans plusieurs écoles, ce qui est toujours bon signe pour des étudiants et des candidats, ça veut dire qu'ils ont été performants au niveau du concours, et bien là, ils vont passer effectivement les oraux dans chaque école, dans lesquelles qu'ils auront choisi pour passer ça. Et là, généralement, il y a une épreuve, on va dire, un oral à la fois de motivation et de personnalité, et puis un oral de langue qui est proposé à ce moment-là, et donc deuxième série de notes, et puis deuxième classement, et puis capacité à être intégré ou pas, quoi.
C'est impressionnant cet oral, Mathilde? Oui et non, parce qu'on est jugé quand même un peu sur on est jugé sur notre personnalité. Ils essayent donc de déceler pour voir si on est capable donc d'entrer en école de commerce, si c'est notre voie ou pas. Mais les professeurs nous mettent à l'aise et comme je l'expliquais, il y a tellement d'élèves qui sont autour de nous, à nous épauler, à nous dire que ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. En fait, c'est stressant sans l'être, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Très bien. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil finalement pour préparer à la fois les écrits et les oraux? Alors, les écrits, je pense qu'il n'y a pas de secret, il faut travailler un minimum. Il y a donc tous les annales qui sont sur Internet gratuitement, donc en libre service. Donc moi, j'ai travaillé dessus pendant 2 jours. Je m'y suis mis le matin, je m'arrêtais le soir en fait. Et donc notamment, je conseille surtout de préparer la synthèse, qui est un exercice qu'on n'a jamais fait en fait quand on est au lycée. Et donc du coup, la synthèse, qui est quand même un coefficient qui est quand même assez important, c'est un exercice à préparer une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. C'est un exercice qui est assez simple à faire. Alors François vous demande pour l'entretien de motivation, qu'est-ce qu'on demande en motivation? Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant dans son entretien de motivation? Alors, ce qu'il faut mettre en avant, c'est le fait que... Comment je pourrais expliquer ça? Lors de l'entretien de motivation, il nous demande donc notre parcours, ce qu'on souhaiterait faire par l'avenir, pourquoi cette école, pourquoi nous, pourquoi pas un autre. Mais ça, ce sont des questions qui sont entre guillemets banales. On les retrouve sur Internet facilement et pour pouvoir se préparer. C'est des questions qui tombent assez régulièrement. Et c'est des questions vraiment sur notre parcours. C'est vraiment pour nous connaître nos personnalités et voir si l'école de commerce nous conviendrait le mieux ou Il n'y pas. a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Ils ne sont pas là pour nous mettre mal à l'aise, ils sont juste là pour nous comprendre en fait. C'est pas du tout pour nous mettre mal à l'aise, c'est des questions auxquelles on peut répondre. C'est pas des questions de piège, d'école ou quoi que ce soit. On a plusieurs questions qui reviennent sur les notes. Est-ce que vous demandez lors de ces entretiens, puisqu'il y a concours admissibilité, mais est-ce que pendant ces entretiens, vous demandez éventuellement des notes de terminale, voire de première, pour juger de la qualité d'un candidat? Non, on est dans un système de concours où il y a égalité des chances. Et donc nous, on ne veut pas savoir quel est le niveau d'un étudiant au lycée, en première ou en terminale. C'est à lui, au moment du concours, de tout donner, on va dire, pour pouvoir intégrer l'école. Et donc on ne cherche pas à être influencé, savoir est-ce qu'il a 12 de moyenne, 15 de moyenne, 19 de moyenne ou 7 de moyenne. Il n'y a pas de... tout ça est complètement anonyme. Et donc non, on ne tient pas compte de ça du tout. Peut-être moi, je voulais compléter un petit peu par rapport à ce que disait Mathilde en termes de conseils. Effectivement, pour confirmer qu'on n'est absolument pas là pour piéger les candidats, un élément qui est très important pour nous à l'école, c'est l'authenticité. Franchement, l'authenticité, c'est très très important au moment de l'entretien. On n'aime pas des candidats qui s'inventent un rôle, un personnage. L'entretien dure une trentaine de minutes. Ça peut marcher 5 minutes, mais au bout de 10, au bout de 15, au bout de 20 minutes, très honnêtement, les membres de jury sont suffisamment habitués à ça pour trouver les failles dans un personnage complètement inventé. Donc nous, on aime le côté naturel, le côté authentique. Ça, c'est vraiment important. Après, justement, on n'a pas de profil type. Il n'y a pas de profil type, on n'est pas là pour standardiser. Au contraire, on veut une diversité dans la promo. On cherche la diversité, on a des gens qui viennent de différentes sections de bac, de différents endroits géographiques, différents genres, différents pays, etc. Donc on n'a pas du tout de profil type, mais par contre ce qu'on veut, c'est que chaque profil soit authentique et qu'il ait envie, qu'il soit motivé et qu'il ait beaucoup à donner lorsqu'il va venir à l'école, quoi. Vous avez parlé de différents types de bacs, donc on imagine que ça n'est pas réservé évidemment qu'au bac S, ES, mais que d'autres profils de bac sont acceptés. À tout plus 3, la porte principale. Il existe d'autres moyens d'accéder à votre bachelor. Là, je pense plutôt aux admissions sur titre. On a Charlotte qui nous dit en première année de BTS, est-ce que je peux imaginer intégrer votre formation? Alors, si c'est seulement en première année de BTS, elle devra passer par la case à tout plus 3 et donc faire le cycle en 3 ans. Là où on a un système d'admission parallèle sur titre, c'est en 3e année, directement en 3e année, où là, il faut avoir un bac plus 2 validé, donc un BTS, un DUT, avec un concours qui est un concours propre à l'EM Normandie, celui-là, qui permet d'intégrer donc des étudiants en admission parallèle. Mais donc là, pas de deuxième année internationale, et on arrive tout de suite sur une spécialisation. Directement sur une spécialisation de 3e année, parmi les 3 qu'on avait évoqués tout à l'heure. Alors, on arrive à une des questions fondamentales du bachelor.
poursuite d'études ou entrée sur le marché du travail. La question est-ce qu'avec un bac plus 3, on peut faire une belle carrière évolutive dans des grands groupes? Parce que c'est une des questions qui se posent. C'est un bachelor, oui, d'une grande école, oui, mais après, est-ce que je ne suis pas un peu limité dans les perspectives de carrière que je peux avoir? Alors à ça, vous répondez quoi? Ben là, on va dire, on va dire ce que répondrait une entreprise, hein, puisqu'on les a sondés sur ce sujet. Donc, je dirais, c'est évidemment eux, en tant que recruteurs, qui peuvent répondre par rapport à ça. Que disent-ils les entreprises, hein? Ils ont besoin, y compris bien sûr les grands groupes, ils ont besoin dans leurs équipes hein, d'avoir des gens avec différents profils. Ils cherchent aussi généralement la diversité au sein des entreprises. Et donc, ils ont des gens qui n'ont pas le bac, ils ont des gens qui ont le bac, ils ont des gens qui ont bac plus 2, ils ont des gens qui ont des bachelors, ils ont des gens qui ont des masters. Pourquoi pas, ils ont même des docteurs ou des ingénieurs. Donc en fait, tout ça est nécessaire pour faire tourner une entreprise en général. Et donc les gens qui ont un bac plus 3, généralement ce qui est, je dirais, plutôt ciblé pour une entreprise, c'est ce qu'on appelle des middle managers. C'est-à-dire c'est des gens qui vont être des responsables de service. Hein. Donc on n'est pas directement, lorsqu'on les recrute, dans l'idée qu'on va leur donner immédiatement des responsabilités de direction, de chef d'équipe, de management extrêmement importantes. C'est du middle management, donc c'est déjà des responsabilités hein, par rapport à quelqu'un qui aurait qu'un bac plus 2 ou un bac ou même en dessous. Hein, donc mais c'est responsable de service, des choses assez opérationnelles en logistique, en tourisme, en marketing, en vente, hein, tel que dans nos spécialités en tout cas. Et puis ensuite, je dirais, si on est un peu malin et puis si on se met en avant dans l'entreprise, on va pouvoir grimper au fur et à mesure les échelons et on peut estimer à un moment donné obtenir des postes peut-être que des gens qui ont déjà validé un master auront aussi. Simplement, le parcours va être plus long. Hein, là, c'est clair que par rapport à quelqu'un qui a directement un bac plus 5, celui qu'on va recruter à bac plus 3, on ne va pas lui donner au bout de 2 ans le poste d'un bac plus 5. Ça peut prendre plusieurs années pour faire ça. Hein, mais évidemment, ça va dépendre un peu des carrières et des trajectoires de chacun. Alors justement, puisque vous parlez de trajectoire de carrière, vous avez des exemples de carrières auxquels vous pouvez penser spontanément? Oui. On a des étudiants qui, par exemple, dans l'option logistique, ont été responsables de logistique, donc d'un petit centre de logistique, de gestion de flux. On en a qui sont des acheteurs à l'international ou dans des PME qu'on recrute et on leur demande de structurer la fonction achat au sein de la PME. Hein, et donc, ils vont développer une politique d'achat qui est assez intéressante pour ça. En tourisme, on en a qui se retrouvent responsables d'un centre de tourisme ou d'un office de tourisme d'une petite ville ou d'une ville moyenne ou ce genre de choses, qui vont intégrer une équipe d'un office de tourisme un peu plus large. Et on va leur confier un projet en particulier à développer au sein de la ville. Donc voilà, ça c'est des exemples qu'on peut citer hein, de middle management typique, hein, où on recrute clairement un bac plus 3 avec un profil, un background international important. Et on va lui confier déjà quelques responsabilités pour qu'il puisse démarrer sa carrière. Alors, les spécialisations qui existent en troisième année, c'est des spécialisations qui ont été choisies en fonction du recrutement qui existe. Tourisme, c'est des métiers qui recrutent. Alors, nous, à l'EM Normandie, on a une logique, bien sûr, de trouver des filières qui sont des filières où les entreprises ont une demande, mais on essaye aussi d'avoir une forme de cohérence par rapport à notre territoire. Et donc, lorsqu'on est le campus du Havre, ça a quand même plutôt du sens d'offrir une spécialisation en logistique, sachant que le Havre est le premier port français en porte-conteneurs, qui a un écosystème en logistique extrêmement important au Havre, en maritime, en transport, tous les modes de transport existent au Havre, et donc il y a évidemment pas mal de débouchés en logistique. Lorsqu'on fait l'option tourisme, on va dire aussi que c'est plutôt logique à Deauville, puisque c'est sur le campus de Deauville que ça se passe, qui est quand même une plateforme en Normandie mondialement connue, une station balnéaire mondialement connue, de faire du tourisme à Deauville. Là aussi, ça a plutôt du sens. Il peut y avoir des métiers, des entreprises qui recrutent directement à Deauville, mais évidemment, ça peut être aussi ailleurs après, quoi. Donc ça, c'est des exemples pour vous montrer qu'il y a aussi une logique de territoire et évidemment de recherche des entreprises, de demande des entreprises par rapport à des secteurs qui recrutent pas mal. Donc là, on a parlé de la partie intégration dans la vie professionnelle au bout de 3 ans, mais effectivement, un certain nombre de jeunes diplômés choisiront de poursuivre leurs études, comme vous l'avez exprimé tout à l'heure. Et on a 2 questions qui sont identiques, mais qui montrent peut-être une préoccupation. On vous demande s'il n'est pas discriminant dans les conditions d'accès à un master de venir d'un bachelor. Eh bien non, parce que c'est exactement ce qu'on a dit pour finalement à tout plus 3, c'est-à-dire lorsque on recrute en admission sur titre à bac plus 3 des étudiants dans un master,
je dirais, on ne regarde pas leurs notes. On sait d'où ils viennent lorsqu'on fait l'entretien. Au moment des écrits, alors là, il n'y a aucune discrimination entre quelqu'un qui a une licence d'université, quelqu'un qui a un bachelor d'une grande école, ou voilà, quelqu'un qui aura une licence pro, ou qu'importe le cursus. Hein, voilà, on ne le sait pas lorsqu'on corrige les écrits. Donc là, il n'y a aucune discrimination. Quand ensuite arrive le moment de l'oral, où là, on a un étudiant en face de nous et on demande un petit peu son parcours, le fait qu'il ait fait un bachelor en grande école, je ne vois pas en quoi ça pourrait être discriminant. Je dirais même à la limite, ça veut dire qu'il connaît déjà un peu les écoles, qu'il sait un petit peu de quoi ça parle. Et donc, s'il est un petit peu malin, il devrait pouvoir assez bien vendre son cursus et son parcours aux examinateurs. Tout à l'heure, Mathilde, vous nous avez dit que vous envisagez de faire un master à l'issue de 3 ans. Est-ce que vous gardez quand même une petite possibilité pour éventuellement, au bout des 3 ans, trouver un emploi si une opportunité se présente? Ça dépend du type de l'opportunité. Si c'est une excellente opportunité pour moi, oui, pourquoi pas. Mais je préférerais vraiment avoir un master. En fait, moi, mon objectif, c'est vraiment d'atteindre le master à la fin. Sauf si j'ai une opportunité vraiment intéressante au bout des 3 ans. Sinon, moi, je reste en master. Une question? Je me permets, il y a une troisième possibilité dont on n'a pas parlé. Il y a celle évidemment qui consiste à travailler et puis après de suivre en interne dans une école, enfin dans une entreprise pour avoir sa carrière qui avance. Il y a aussi celle de continuer ses études, mais il y a aussi certains, on les trouve, qui peuvent avoir un master un peu plus tard par la voie de la formation continue. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant, parce que quand on sort d'un bachelor, on est jeune, on a 21, 22 ans. Pour certains, c'est le bon moment pour travailler, ils ont vraiment besoin de ça, ils ont envie de ça, donc ils le font. Mais après, à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, qui sait, là, on peut, à un moment donné, si on estime qu'on n'a pas assez avancé dans sa carrière professionnelle, parce qu'on n'a jamais été au-delà du bac+3, passer en formation continue. Le Normandie, on propose le master grande école en formation continue pour des gens qui ont ce type de cursus. On vous demande si les spécialisations de dernière année sont liées au campus. Oui et non, on dira. C'est la réponse un peu normande, mais c'est normal, c'est nos racines. Oui, pour le tourisme, c'est à Deauville. La logistique donc, se fait au Havre, mais l'option existe aussi à Caen. Et puis l'option International Business, elle existe au Havre et à Caen. Donc là, on a les deux campus qui permettent d'accueillir les étudiants. Alors, on a beaucoup parlé de cursus, de pédagogie, d'insertion professionnelle, de poursuite d'études, mais il y a aussi la vie étudiante. Et est-ce qu'il y a une vie étudiante riche, une vie associative riche? Est-ce qu'il y a des projets étudiants importants? À l'EM Normandie, moi je dirais pas le contraire. La vie étudiante est très riche, la vie associative également. On a la possibilité de faire vraiment beaucoup de sport gratuitement, beaucoup d'activités artistiques. Il y a même des cours de cuisine, il y a des cours de théâtre, il y a des cours de football, de tout ce que vous voulez. Et il y a aussi toute la vie étudiante qui permet donc justement le brassage de toutes les promotions. Alors, à ceux qui ne sont pas de la région, oui. Et qui se disent, bon, Le Havre, Caen, c'est peut-être un peu tristounet, qu'est-ce que vous leur dites? Alors, moi, je suis havraise. Je vis au Havre depuis que je suis toute petite. Je me suis jamais ennuyée au Havre. Et en fait, ce qui est fait donc, à l'EM Normandie, c'est qu'en fait, il y a énormément donc, de personnes qui viennent de l'extérieur donc, du Havre. Il faut savoir que moi, dans ma promotion, on est une promotion d'une 40aine de personnes. On est un peu moins de 10 à être havrais. Et en fait, justement, tout est fait pour que les étudiants se sentent dans leur ville. Il y a beaucoup de soirées, d'événements. Il y a une vraie vie étudiante. Il y a une vraie vie étudiante et en fait, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer finalement. Puis, il y a aussi le travail à côté qui fait qu'on a toujours quelque chose à faire. Et puis, les personnes qui sont dans ma classe se sentent dans leur ville, puisqu'il y a tellement de choses organisées pour eux que finalement, ils se sentent chez eux, en fait. Moi, je leur propose de venir, tout simplement, découvrir la ville. Et puis, ils verront ce que se dit généralement, c'est qu'il y a un décalage complet entre l'idée qu'on peut en avoir quand on n'est jamais venu et l'idée qu'on en a quand on en repart. On y vient peut-être en pleurant, mais on y part aussi en pleurant parce qu'en fait, c'est une ville extrêmement attachante. Jean-Christophe Auguel, Mathilde, merci d'avoir répondu aux questions de la rédaction et des internautes. Rendez-vous bientôt pour d'autres lives de Studirama TV.